Le point clé, et ce qui est important, c'est le prompt. Quand tu parles à une IA, il va falloir que tu contextualises ta demande. Il faut lui dire déjà qui elle est. Est-ce qu'elle doit se positionner comme un commercial de telle entreprise? Est-ce qu'elle se positionne comme un coach? Est-ce qu'elle se positionne comme un architecte senior? Et du coup, tu lui dis qui elle est. L'IA, elle peut être n'importe qui. Donc, il faut que tu lui donnes son cadre d'intervention. Tu es telle personne. Et voici le contexte. Et là, tu décris ton contexte de manière la plus précise possible. On va avoir une connaissance profonde du monde parce que l'IA va nous permettre d'aller plus vite pour le comprendre, chaque paramètre, etc. On va créer une classe de personnes avec ces super pouvoirs. Aujourd'hui, au cœur des entrepreneurs, on va parler IA, on va parler tech, peut-être un peu danse classique aussi, parce que j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Stéphanie Biron. Bonjour Stéphanie. Bonjour Astrid. Je suis ravie de t'accueillir ici. Ce que je vais te demander, c'est de te présenter rapidement. Qui es-tu? Mais quand je dis qui es-tu, c'est quelle femme es-tu, pas uniquement ton identité professionnelle. Donc, je suis ingénieure de formation en mathématiques appliquées et informatique. J'ai toujours été passionnée de tech, donc cette formation, c'était vraiment naturel pour moi. Et ça fait plus de 18 ans que je travaille dans l'analyse de données, dans les processus et les systèmes complexes, et plus globalement dans l'innovation. Et donc, j'ai eu la chance de passer une grande partie de ma carrière dans le secteur financier, un secteur particulièrement exigeant, dans des métiers divers et variés, de la banque d'investissement, où là, j'étais en contact de desk trading, où j'ai développé des outils d'aide à la décision, jusqu'à la finance corporate où j'ai accompagné des grandes entreprises à monter des crédits syndiqués, des crédits LBO. Et puis, j'ai eu l'opportunité de créer 2 entreprises déjà. Une entreprise dans la banque, et ça a été une filiale du groupe Crédit du Nord. Et j'ai eu la chance de développer un outil pour les entreprises qui va simplifier la gestion de leurs comptes au quotidien, tout en leur permettant de mieux gérer leur trésorerie. Et puis j'ai créé Oxo il y a un peu plus de 2 ans avec mon associée Françoise. Et donc ça, c'est la partie pro. Sur le plan perso, Donc alors aujourd'hui, oui, ouais, aujourd'hui, tu es la fondatrice, une des deux fondatrices de Oxo. oui. Juste en une phrase, qu'est-ce que Oxo? Alors, en une phrase, c'est difficile, mais je vais essayer. Alors, je dirais qu'Oxo, c'est une plateforme d'IA opératoire qui va transformer la donnée en décision. Ok, on va en reparler après. Et donc, en dehors de Oxo, qui es-tu? Alors, en dehors d'Oxo, je suis une maman de 3 enfants. Donc, j'ai un emploi du temps bien chargé, un garçon et 2 filles. Et puis, j'ai la particularité j'ai la chance d'avoir pu faire des études scientifiques avec un parcours de formation professionnelle en danse au sein du conservatoire. Et donc, je suis une passionnée d'art, de danse. Et aujourd'hui, je continue de pratiquer la danse et ça fait partie de mon équilibre au quotidien. C'est génial. Et on va revenir sur Oxo, sur tout ce que tu fais sur l'IA, parce que tu es une mine d'or dans ce domaine-là. Mais avant ça, en tant que femme, comment tu arrives à concilier finalement cette intensité de la start-up, parce que tu es à la tête d'une start-up, et tes loisirs de la danse qui te nourrit, et l'équilibre avec le mari, les 3 enfants. Je dirais que c'est un équilibre à chercher de manière perpétuelle entre ces 3 sphères. Déjà, c'était important que moi, j'identifie quelles étaient les sphères importantes dans ma vie pour être bien. Mm. Donc, ça a mis un peu de temps. Aujourd'hui, je sais que c'est ça, mais je l'ai pas... Enfin, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Donc, la famille, c'est évidemment un pilier. Mes enfants, mon mari, le développement d'Oxo aussi. Et enfin, la danse, parce que c'est la seule manière pour moi de faire descendre ma charge mentale et de pouvoir me reconnecter avec mon corps. Et donc, si j'ai pas ces 3 composants, je me sens pas bien. Et donc, pour arriver à trouver le temps pour ces 3 sphères, j'ai appris déjà à pas vouloir atteindre la perfection dans tous les domaines. Ça, c'est pas si facile. Et j'ai appris aussi à prioriser en fonction des urgences, des échéances, etc. Et ça aussi, c'est une clé. On est toujours en quête de cet équilibre, on est toujours en quête de temps, on manque toujours de temps. Mais après, il faut faire des choix. Et sinon, on n'est pas bien. Et quand on n'est pas bien, c'est tout qui s'écroule dans les 3 sphères, en fait.
Qu'est-ce qui te passionne aujourd'hui chez Oxo? Alors, ce qui me passionne chez Oxo, déjà, c'est le fait de créer. Partir d'une feuille blanche, c'est quelque chose d'hyper excitant pour moi. J'aime bien découvrir des choses, j'aime bien explorer, j'aime bien apporter de la valeur à des entreprises, à des gens. Et donc, j'aime bien analyser des systèmes complexes. En fait, je me définis un peu comme une architecte des systèmes complexes. Pourquoi ? Parce que j'ai le sentiment d'avoir une double lecture qui est assez rare dans l'univers tech. Et notamment, je pense que ça provient de mon parcours un peu atypique. C'est-à-dire, j'ai une vision très scientifique, très méthodique, très ingénieure. C'est ce que j'ai appris dans ma formation. Mais je la combine avec une intuition, une compréhension très intuitive de comment fonctionne le système. Et ça, finalement, ça va me permettre d'aller très, très en profondeur dans l'analyse d'un concept, d'un processus, d'une organisation et de pouvoir finalement détecter là où on peut optimiser, améliorer, etc. Et justement, à partir de ça, en quoi Oxo est spécifique et qu'est-ce que tu amènes dans le monde de la tech et dans le monde de l'IA? J'aimerais que tu nous le dises en quelques mots et après, je vais te poser plein de questions parce Ouais. qu'on en parlait juste avant, mais il y a un jargon hyper tech Oui. auquel nous, on n'est pas habitués. Mhm. Et l'idée, c'est que les personnes qui regardent aussi ou qui écoutent ce podcast puissent avoir à la fin de l'entretien, une compréhension ou un regard un petit peu différent sur l'utilisation de l'IA et ce que l'IA pourra nous permettre et peut nous permettre. Il y a plusieurs formes d'IA et ça, c'est important de le comprendre. Et nous, ce qu'on va déployer au sein de cette IA qu'on qualifie d'opératoire, donc une IA opératoire, juste rapidement, parce que je pense que c'est important de le définir, c'est une IA qui va agir dans le réel. Elle va optimiser, par exemple, des arbitrages métiers. Elle va proposer des actions avec un maximum d'efficacité. Elle va détecter des anomalies, des écarts. Elle va aider à mieux piloter. Et c'est ça qui va apporter la valeur, en fait. Et du coup, les bénéfices pour une entreprise qui met en place de l'IA opératoire, c'est quoi ? Globalement, il y a plusieurs bénéfices. Il y a les bénéfices liés à automatiser un certain nombre d'actions et de décisions, ce qui va permettre globalement de gagner du temps et d'allouer mieux ses ressources humaines. Ça, c'est le premier effet. Et il y a le ROI vraiment lié au business et au métier, c'est-à-dire quel est le processus qu'on va optimiser, automatiser ou sur lequel on va intégrer une IA opératoire. Et du coup, en fonction de l'objectif qu'on veut atteindre, je donne un exemple. Par exemple, si on travaille sur un processus de planification opérationnelle de l'intervention d'une équipe, et bien finalement, le fait d'automatiser cette planification en tenant compte de tout un tas de paramètres, de règles métiers, de contraintes sur le terrain, ça va permettre d'avoir des techniciens qui optimisent le temps qu'ils passent chez le client et pas sur leur trajet. Ça va optimiser la satisfaction client, ça va sûrement optimiser le chiffre d'affaires de l'entreprise et diminuer ses coûts. Ok, est-ce que les entreprises sont prêtes à ça ? Parce qu'aujourd'hui, alors moi, c'est pas mon univers, hein, tu le sais, et on en parlait d'ailleurs également juste avant. En fait, je pense que les gens utilisent l'IA comme un petit assistant, tu vois, c'est les petits assistants avec qui tu parles et qui te permettent d'aller plus vite sur des petites tâches. Quand on parle avec toi, on se rend compte qu'il y a un terrain absolument énorme avec l'IA et que notre compréhension, la compréhension qu'on en a aujourd'hui, elle est microscopique, quoi. Oui, effectivement, l'IA, ça ouvre un champ du possible incroyable. Et c'est ça qui me passionne vraiment. Il faut se dire qu'une IA, c'est de l'algorithmie et c'est des mathématiques. Les dernières avancées qu'il y a eu sur l'IA, c'est finalement l'apparition de ces large modèles qu'on appelle LLM et qui va se traduire par des chatbots. Donc, c'est des copilotes, c'est des chats GPT que tout le monde peut utiliser, tester, etc. À la fois dans son quotidien, dans son univers perso, mais aussi dans son univers professionnel, comme tu le mentionnes, pour pouvoir peut-être automatiser certaines tâches basiques, synthétiser des mails, créer du contenu. Donc ça, c'est l'usage effectivement qui est le plus répandu. Et ce qui fait sa force, c'est qu'en fait, ça rend accessible des modèles très avancés à des personnes qui ne maîtrisent ni l'informatique, ni les modèles mathématiques. Et ça, c'est un peu le côté magique de l'IA, on va dire. Donc ça s'appelle l'IA générative et c'est vraiment les dernières briques d'IA qui sont sorties ces dernières années et qui ont permis d'avancer sur d'autres briques comme par exemple l'IA agentique, mais on y reviendra après. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà de ces deux formes d'IA qui ont fortement accéléré ces dernières années, ça a été possible parce qu'on a aussi énormément avancé sur tout ce qui va être performance physique des data centers, de la rapidité d'exécution, etc. Donc, c'est ça qui a permis d'innover et finalement de découvrir et de créer ces formes d'IA. Mais l'IA existe depuis longtemps. Et on a d'autres briques d'IA qui sont l'IA analytique, l'IA prédictive. Et ça, derrière, c'est des modèles de machine learning qui vont apprendre
sur des données pour l'IA prédictive, par exemple, qui vont apprendre sur des données passées et qui vont prédire le futur, mais pas à travers une boule de cristal, Ouais. en analysant des schémas et des patterns qui vont se reproduire dans le futur. En fait, l'IA va mettre une probabilité sur chacun des schémas qu'elle identifie et elle va pousser la solution qui finalement a la probabilité la plus forte. Mmh. Donc ça, c'est l'IA prédictive, et l'IA analytique va permettre aussi d'identifier des écarts, des anomalies, etc. C'est des formes d'IA qui sont beaucoup utilisées dans l'univers mathématique et statistique. Et est-ce que, du coup, l'humain, ou tu vois, un entrepreneur qui est soit solopreneur ou avec Mm. une petite équipe, est-ce qu'il va pouvoir accéder à ces IA-là? Oui, alors effectivement, moi, au-delà de ce que je développe au sein d'Oxo, qui est quand même ultra complexe, parce que aujourd'hui, on va cibler des grands comptes tout simplement parce qu'ils sont très très Ouais. matures sur ces sujets. Oui, Ils c'est sont des prêts. très grosses entreprises dans lesquelles tu implémentes ce que tu implémentes, hein. C'est ça, c'est Mm. des entreprises qui finalement ont énormément de complexité et qui ont besoin d'innover pour rester compétitives et pour maintenir leur performance. Et donc, elles ont déjà des équipes techniques, elles ont déjà expérimenté des choses, et donc elles sont très matures pour avancer sur ce type d'approche. Mais moi, en tant qu'entrepreneur, dans mon quotidien, j'utilise l'IA maintenant depuis 2 ans. Et c'est vrai que je ne suis pas dans cette complexité-là, mais ça devient un assistant pour moi sur tout un tas de tâches, que ce soit pour le traitement de mes mails, l'organisation de mon agenda, la réalisation de comptes rendus, l'animation de mes équipes, etc. Et même, je dirais qu'au sein d'Oxo, au-delà de mon usage personnel, on a déployé l'IA dans toute la structure de l'entreprise, au sein des équipes, pour qu'elles soient plus performantes dans leur métier. Notamment les devs, on a réduit significativement la taille de l'équipe. Enfin, on ne l'a pas réduit, mais disons qu'on n'a pas augmenté si vite ce qu'on avait prévu, Ouais. parce qu'on a su finalement intégrer les IA pour leur permettre d'être encore plus efficaces et de produire encore plus de code dans une journée. C'est la problématique de l'entrepreneur qui parfois n'a pas un budget extensible pour recruter de nouveau, d'optimiser au maximum grâce à l'IA, va lui permettre, malgré un budget serré, de pouvoir continuer à performer et à évoluer. Ouais, ça c'est génial, parce que quand on est entrepreneur, on a forcément un budget serré, et l'IA, elle t'apporte la solution, mais avec une approche ultra qualitative. Parce que si tu te dis, j'ai ce même budget, mais je prends un junior, ton junior, il n'aura pas les mêmes résultats qu'une IA que tu auras bien entraînée, contextualisée, qui va pouvoir t'apporter le résultat parfaitement comme tu veux, à un coût qui est peut-être même moins important. Et là, justement, tu touches le sujet qui fait polémique avec Bien l'IA. sûr. C'est l'IA remplace l'humain. Quelle est la place de l'humain au cœur de l'IA, ou l'IA au cœur de l'humain, tu vois? C'est quoi ta vision des choses là-dessus? Alors moi, ma vision, c'est que l'IA déjà ne remplacera pas l'humain. Et déjà, si on réfléchit, qu'est-ce qu'une IA? Une IA, elle n'a pas une notion d'existence, de vie, elle ne ressent pas des émotions. Enfin, une IA, ce n'est qu'un algorithme, que des lignes de code. Ça, en fait. ça, c'est hyper important de le rappeler, parce qu'il y a de plus en plus d'humains là qui, à force de parler avec ChatGPT ou avec un petit chatbot, il devient leur confident, leur psy, presque une personne, tu vois. Oui, effectivement, ça pose des vrais sujets d'éthique, et je pense que c'est important du coup que chacun garde en tête qu'une IA reste des lignes de code. Tout ce que tu vas pouvoir lui dire, ça va juste l'alimenter pour trouver des réponses qui vont répondre à tes questionnements. Et les IA, elles ont des biais. Pourquoi les IA sont des biais? Parce que c'est des IA qui sont programmées par des humains, elles sont entraînées par des humains. Donc finalement, ce qu'elles vont te répondre, ça va être biaisé par toute notre société, par tous les concepts qu'on a développés depuis des générations et des générations. Ça reste une machine. Et du coup, quels conseils tu pourrais nous donner pour dompter nos chatbots et nos petites IA, tu vois, du quotidien, tout en gardant en tête que bien sûr c'est une ligne de code, mais pour finalement la prompter de manière la plus efficace et efficiente possible? Très, très bonne question. D'ailleurs, j'ai fait une formation pour des équipes commerciales dans un grand compte. Du coup, justement, l'objectif, c'était de leur apprendre à utiliser un copilote, à bien prompter pour maximiser, eux, tout leur funnel d'acquisition en tant que commerciaux. Le point clé, et ce qui est important, c'est le prompt. Quand tu parles à une IA, il va falloir que tu contextualises ta demande. Si je donne un exemple concret, c'est un des exemples que j'avais pu donner. Si je demande à une IA d'envoyer un mail à une boulangerie pour proposer un service de publicité, eh bien, si je mets juste ça,
Il va me construire un email très basique, très générique, qui va peut-être pas toucher, moi, mon cœur de métier, le type de publicité que je fais, la zone géographique, etc. Et finalement, le mail, quand il va être ouvert par la personne, il va être lu comme un mail un peu automatisé, automatique, il n'y aura pas de différenciation. Et la personne, en fait, ça créera aucune émotion à la lecture de cette proposition et elle va le fermer en passant à autre chose. Si on prompte bien, le but, c'est que l'IA va pouvoir écrire un mail très personnalisé qui va générer, du coup, l'intérêt de la personne qui va lire en face et qui va peut-être permettre de dégager un rendez-vous. Donc ça, on est dans un usage commercial, mais globalement, ce qui est important de comprendre, c'est que quand tu parles à une IA, il faut lui dire déjà qui elle est. Est-ce qu'elle doit se positionner comme un commercial de telle entreprise? Est-ce qu'elle se positionne comme un coach? Est-ce qu'elle se positionne comme un architecte senior? Est-ce qu'elle se positionne comme un développeur senior? Et du coup, tu lui dis qui elle est. Parce que, en fait, l'IA, elle peut être n'importe qui. Donc, il faut que tu lui donnes son cadre d'intervention. Tu es telle personne. Et voici le contexte. Et là, tu décris ton contexte de manière la plus précise possible. Donc, j'aimerais envoyer un mail pour un prospect situé à tel endroit. Il vient d'ouvrir sa boulangerie dans un quartier avec beaucoup d'entreprises. Et donc, il a potentiellement peut-être un objectif de toucher toutes ces entreprises pour maximiser les gens qui vont venir acheter un déjeuner le midi dans cette boulangerie. L'idée de lui donner le contexte, c'est qu'il va pouvoir comprendre finalement qu'est-ce que tu cherches à faire, quelle est la personne que tu cibles et quels pourraient être les éléments dans le mail qui vont le toucher personnellement et l'encourager à avancer avec toi. Et ensuite, tu vas lui donner le format dans lequel tu veux qu'il te réponde. Donc, est-ce que tu veux un mail court, un mail synthétique, un mail avec de l'émotion, un mail très professionnel, etc. Donc, tu vas lui donner le ton sur lequel tu veux qu'il puisse te construire ce message. Donc, voilà, je dirais qu'un bon prompt, c'est ça. Il ne faut pas hésiter à itérer. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'il t'apporte une réponse, tu peux lui dire j'aimerais que ça soit un peu plus comme ça ou comme ça. Pour affiner. Et plus tu vas utiliser l'IA dans ton quotidien, plus il va connaître tes particularités, plus dans ses réponses, il va être précis. C'est-à-dire que petit à petit, il va capter la manière dont tu écris, les remarques que tu lui fais. Il va, du premier coup, finalement, te construire un mail qui est complètement adapté à ta tonalité d'expression. Et j'irai plus loin dans cette formation que j'ai pu faire. J'ai eu l'opportunité d'animer un atelier avec des groupes de commerciaux et je leur ai demandé de choisir un irritant dans leur quotidien et d'essayer de faire un prompt pour trouver une solution qui augmenterait leur efficacité. Et il y en a certains qui donc ont travaillé sur, par exemple, la génération de propositions tarifaires à partir de différents outils. Et ils disaient qu'ils devaient remplir de manière manuelle des fichiers, enfin c'était très compliqué, etc. Et ils ont prompté un message qui expliquait finalement ce qu'ils voulaient atteindre comme résultat. Et ils ont apporté des fichiers sources en Excel et ils ont demandé à l'IA de développer une macro qui leur permettait de reformater toutes les colonnes et de les sortir sous tel format. L'IA a produit la macro. La macro a été intégrée dans le logiciel Excel. Et du coup, ils ont automatisé assez rapidement une action qui mettait peut-être 8 minutes à réaliser 20 fois par jour. Et du coup, en quelques secondes... c'est de l'optimisation. Ouais, super. Exactement. Je vais revenir un petit peu sur les dangers de l'IA. Selon toi, ce serait quoi les pires choses qui puissent arriver avec l'IA? Tu l'as compris, en fait, finalement, l'IA, ce n'est que le reflet de ce que nous sommes, nous, en tant qu'humains. Et donc, si tu l'utilises de manière vertueuse, dans une logique de t'améliorer, forcément, elle a des effets positifs. Si tu es malveillant, eh bien, tu vas entraîner ton IA pour qu'elle te propose des actions malveillantes. Et donc, je pense que la pire des choses, c'est tout ce qui va être fausse information. La manipulation des foules, la manipulation de la pensée, par des contenus qui vont être fabriqués à partir d'IA et qui vont donner des informations qui peuvent être dangereuses pour certaines communautés. Et donc pour moi, ça c'est le plus gros risque de l'IA in fine. Ça va générer de la violence, de la haine et du coup, forcément... et comment se prémunir de ça? Parce qu'il n'y a pas de pare-feu, c'est un peu cadré quand même parce qu'il y a des sujets qu'on ne peut pas aborder sur les chatbots classiques, mais je pense que tout est contournable.
OK. Tout est contournable. De toute façon, le dark web, il existe Ouais. depuis longtemps, donc on peut tout faire avec la technologie, en fait. Avec l'IA, on peut aussi aller décrypter des informations secrètes pour attaquer une entreprise. On peut programmer des drones à distance pour qu'ils puissent détruire un point précis, critique pour un pays. En fait, on peut tout faire avec l'IA parce que ça va venir te permettre d'atteindre ton objectif qui va être ton objectif qui est celui de détruire. Donc, le pare-feu, c'est déjà de pouvoir rester critique. Et ça, c'est important, c'est-à-dire toujours rester critique par rapport à ce que l'IA peut t'apporter, que ce soit en termes de contenu ou même de prise de décision, d'action, etc. Ça, c'est super important. Les pouvoirs publics doivent s'emparer de ce sujet pour former les jeunes générations Ouais. à développer cet esprit critique. Parce que c'est ça qui fait qu'on va garder un contrôle sur cette IA. Moi, je dis souvent, en fait, quand l'humain a une intelligence, déjà une intelligence et une structure cérébrale bien construite avec du vocabulaire pour pouvoir s'exprimer, et, c'est associé à l'intelligence du cœur, à l'intelligence émotionnelle et à l'intelligence relationnelle. Tu rajoutes une IA à un humain qui est équilibré, mais en fait, ça le sublime et ça le permet de se déployer voilà, d'aller beaucoup plus vite et de construire beaucoup plus. Par contre, tu mets l'IA dans quelqu'un qui a zéro intelligence émotionnelle, zéro intelligence relationnelle, qui est pas très bien construit dans sa tête. Mais moi, mon intuition, c'est que ça va créer des zombies, en fait. C'est drôle parce que j'en parlais avec des dirigeants et c'est exactement la conclusion auquel on était arrivé. On va créer un monde bien plus fracturé. Cette IA, elle apporte de la fracture, Ouais, c'est de ça. la division. Il y a deux mondes. Deux mondes qui vont s'opposer. On va créer des super humains qui vont pouvoir peut-être même dépasser ce système de finitude de la vie, tu vois. On ne sait pas, mais par exemple, en décuplant nos performances, nos compétences, nos capacités d'analyse, on va peut-être trouver des manières de soigner encore plus de maladies, de vivre plus longtemps en bonne santé, etc. On va avoir une connaissance profonde du monde parce que l'IA va nous permettre d'aller plus vite pour le comprendre, chaque paramètre, etc. Et donc, on va créer une classe de personnes avec ces super pouvoirs qui vont faire des actions dans le monde qui va les rendre puissants, en fait. Et à l'opposé, on va créer des gens qui, effectivement, je trouve que le mot zombie, c'est pas mal, qui vont être perdus et qui, du coup, leur seule manière de réagir va être dans cette violence, en fait. Et ça, j'avoue, ça fait un peu peur. Donc, d'où le fait qu'il faut pouvoir essayer d'inclure tout le monde. D'éduquer, finalement. D'éduquer toutes les classes, que ça fasse partie d'un programme spécifique au sein de l'éducation nationale. On a de la chance en France que quand même l'éducation soit accessible à tout le monde. Il faut que ces sujets soient évoqués dans les enseignements. Il faut qu'on donne à tout le monde la chance de pouvoir développer ses super pouvoirs avec l'IA. Pour finir, c'est quoi ta vision d'Oxo à 5 ans, à 10 ans ? La vision qu'on a d'Oxo, c'est vraiment qu'on soit leader sur les sujets de l'IA opératoire en entreprise. Aujourd'hui, je suis très fière de ce qu'on a fait, des clients qu'on a et qu'on accompagne, puisqu'on intervient beaucoup sur des groupes du CAC 40, sur des processus qui sont très critiques. Mon ambition, c'est de pouvoir étendre tout ça à un public bien plus large, à pouvoir accompagner bien plus d'entreprises, des plus petites, pour qu'elles puissent intégrer toute cette technologie. Et donc, donc en fait, on va être le leader européen de l'IA opératoire. Merveilleux. Et si tu devais juste donner un tips ou un petit conseil aux personnes qui nous écoutent, ce serait quoi ? Si je devais donner un conseil, c'est vraiment de continuer à avancer et de faire des choix en étant hyper aligné avec soi-même, en fait. Ça, c'est un conseil qui peut s'appliquer à la fois à un entrepreneur, mais aussi à l'usage de l'IA. C'est qu'en fait, si tu le sens pas, faut pas y aller ou faut pas faire cette tâche, etc. Et donc, je pense qu'être aligné, c'est finalement prendre des décisions justes. Donc, c'est important de bien connecter son cerveau à son ressenti, à ses émotions. Et du coup, c'est ça qui va te permettre finalement de faire les bons choix. Oui, et c'est le titre de mon livre, Aligné. Hâte de le découvrir. C'est fou, toutes les personnes avec qui je parle me parlent d'alignement. Moi, tu vois, c'est pareil. Je me dis que l'alignement, c'était pas quelque chose que j'avais comme concept dans la tête, mais depuis que j'ai créé Oxo, tu vois, je me sens tellement bien dans ce que je fais, comme si, tu vois, j'avais trouvé ma mission de vie, etc. Et je le ressens, cet alignement, et encore plus avec l'accompagnement qu'on a fait ensemble. Et du coup, mais ça t'ouvre
enfin, ça te libère, quoi. Ouais. Et tu sens, c'est vraiment une structure qu'on a à l'intérieur de nous. C'est une sensation physique, quoi. Exactement, ouais, c'est une sensation physique. Des fois, je me dis toujours: «Oh, mais si j'avais su ça plus tôt, en fait, mais j'aurais fait plein de choses différemment». Mmh. T'avances plus serein. Alors, je dis pas que c'est plus facile, hein, Non, parce non. que c'est Mmh. tout aussi difficile, mais t'abordes les difficultés bien plus sereinement. Parce que tu dis que tu vas forcément trouver une solution pour les surmonter, que l'échec n'est pas grave, que tu vas pas mourir et que tu auras toujours l'opportunité de Mmh. rebondir. Et ça, en fait, ça te change de l'intérieur dans ta manière d'agir, de diriger et même de conduire ta vie personnelle, en Ouais, fait. clairement. C'est ça, tu as un axe à l'intérieur de toi qui fait que, quoi qu'il arrive, tu sais que tu peux y revenir, en fait, même si tu dévies par moment, parce que l'équilibre est jamais parfait, hein, Non, c'est un c'est jeu de ça. déséquilibre. Oui. Tu sais que tu peux y revenir. C'est comme une espèce de sécurité quand même, hein. Ouais, Et ce que j'explique souvent, c'est que tu peux pas accéder à ton axe si tu te sens mal. ouais. Tu es obligé de retrouver un état de bien-être. Mmh, C'est la première étape pour mmh, pouvoir accéder à cet espace à l'intérieur de toi. Et ouais. une fois que tu y as goûté, en fait, tu vas tout faire pour y rester. Ah Donc, ouais, mais c'est impressionnant et en plus, tu as l'impression que ton potentiel, tu vois, interne enfin, tu vois, moi, je suis convaincue qu'on est tous nés avec un potentiel spécifique, un talent et j'ai rencontré beaucoup de dirigeants, tout au long de ma carrière et les plus anciens me disaient toujours: «Tu sais, on a tous un talent et le plus dur, c'est de le trouver, en fait». mmh, Et maintenant, ça résonne encore plus parce que je me dis: «Une fois que tu as trouvé finalement cet axe et cet alignement, ton talent, il est évident, tu ouais. vois? Ton potentiel, tu le ressens et en fait, ton énergie, elle se décuple pour que tu puisses libérer ce potentiel, en fait». Et Et ça s'apprend, on nous l'a jamais appris. non! Et c'est le pourquoi de mon livre, hein. C'est exactement ça. C'est si je peux amener les gens dans ce processus de retrouvailles avec eux-mêmes, à partir du moment où tu as retrouvé ton axe, tout ce que tu construis marche Ouais, parce que c'est juste. parce que c'est juste, ouais. Ça, je le ressens vraiment et du coup, je le fais déjà sur mes enfants, mais tu vois, j'ai envie d'aider mes enfants dans cette quête parce que je me Mmh. dis, ils gagneront peut-être encore plus de temps que moi dans Ouais. leur expérience, etc. La vie, elle passe tellement vite que maintenant, tu sais, tu es centralisé sur finalement tout ce qui te nourrit, tout ce qui te comble et tout ce qui te permet bah, de faire tout ce pourquoi Mmh. tu es là, en Mmh fait. mh. C'est génial, tout ce que tu fais, c'est top là-dedans, en tout cas en termes d'accompagnement pour que les gens puissent aussi prendre conscience de tout ça. Je pense que ça a un très gros impact sur la société. Bah, en tout cas, merci pour ta confiance et c'est un plaisir pour moi, nos sessions. En plus, tu vas très vite, donc tu implémentes très vite et tu comprends la logique derrière. Mmh. Et quand on comprend, c'est vrai que, ben, on se dit: «Bah oui, c'est presque évident». Tu vois? C'est des choses qu'on aurait dû savoir depuis toujours, Ouais, c'est mais vrai. qu'on ne nous a jamais expliquées et Ah quand ouais. on nous les explique, on se dit: «Mais oui». En prenant du recul sur ce que je fais chez Oxo, je me suis rendu compte que finalement, les inefficacités en entreprise, elles provenaient pas d'un manque de compétences des gens, mais finalement d'une vision et d'une compréhension très partielle des systèmes, en fait. Mmh. Et ce schéma, je l'ai vu, enfin, chaque fois que j'accompagne une entreprise, c'est toujours le même schéma. Trop de données, trop de dispersion, on ne voit pas toutes les dépendances, on ne voit pas toutes les règles métiers. Et quand tu démystifies tout le système et que tu mets en lumière certaines choses, eh bien, tout paraît évident, en fait. Mmh. Et là, sur les sujets d'alignement, c'est ça. Mais tu vois, même si je fais encore le comparatif sur une autre discipline, quand j'étais dans mon parcours de danse-études, on a beaucoup travaillé sur le geste, le mouvement, parce qu'en fait, quand tu as un équilibre entre, on va dire, le cerveau et ce que tu ressens dans ton corps, c'est là que le mouvement est très, très harmonieux. Mmh. Ton corps, c'est un système complexe qui a des nœuds, des freins, des tensions. Et quand tu comprends comment agir sur chaque partie de ton corps avec ton cerveau et que tu le ressens en plus, c'est là où tu atteins le Graal dans le mouvement, Mmh. parce que ton mouvement est juste. Et ça, en fait, je me rends compte que je le faisais de manière très intuitive. J'essayais de comprendre et de décortiquer le corps pour comprendre à comment j'actionne tel muscle, telle articulation pour que mon mouvement paraisse plus fluide, plus harmonieux. Et en fait, ce qui est génial dans ce que tu racontes, c'est que ce qui est valable en entreprise, ce qui est valable au niveau musculaire dans notre corps est valable au niveau émotionnel. En fait, tout ça, c'est des systèmes. Et quand tu as compris effectivement comment le système fonctionnait, déjà, tu es beaucoup plus tolérant vis-à-vis des systèmes des autres ou de Oui. l'incompréhension des autres par rapport au système. Mm. Et il y a énormément de tensions qui se libèrent d'un coup, en fait. C'est exactement ça. Et tu vois, l'IA, pour faire le lien avec l'IA, elle te permet de comprendre les systèmes. Mmh. Elle va t'éclairer, elle va te rendre lisible la complexité. Elle va te permettre d'analyser plus de choses. Quand tu as un système extrêmement complexe où tu as beaucoup de paramètres, tu dis, en tant qu'humain, c'est pas possible, mon cerveau Ouais. peut pas le faire. Et l'IA, elle va te permettre de t'éclairer ça. Après, il faut aussi avoir cette notion tu vois, de pouvoir passer du macro au micro et d'avoir envie de comprendre le système pour ensuite comprendre les interactions. Moi, j'avoue que
j'adore faire ça. Enfin, je crois que je suis née pour faire ça, en fait. Mmh. Donc, Bah, je te confirme. Enfin, t'es vraiment, tu nages avec une aisance au milieu de tout ça qui est impressionnante. C'est ça, être à sa place. ah ouais, exactement. C'est être à sa place. C'est pleinement épanouissant. Ouais. Merci Stéphanie. Merci Astrid.